Bonjour, Florence Eman, vous êtes anthropologue, vous publiez ce livre chez Grasset, Les déserteurs de Dieu, ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto. Donc, il s'agit d'une étude de terrain. Vous avez passé 3 années à travailler au centre Hillel. Donc, c'est un centre qui accueille des sortants, c'est-à-dire des jeunes hommes et des jeunes femmes qui quittent leur milieu ultra-orthodoxe d'origine. C'est un phénomène assez peu connu, en tous les cas en France. On connaît quelques films comme Félix et Méra ou des films sur les milieux ultra-orthodoxes comme Tu n'aimeras point. Il y a eu quelques documentaires qui abordent la question, mais il semble qu'il y ait eu peu d'enquêtes sociologiques. Alors, je rassure tout de suite nos internautes que l'anthropologie ou la sociologie pourrait rebuter. Ce livre se lit comme un roman. Je l'ai dévoré du début à la fin. On suit un peu chaque histoire, chaque parcours de vie comme un thriller, comme une aventure. C'est tout à fait passionnant. Vous racontez l'histoire, par exemple, de jeunes femmes ultra-orthodoxes qui le soir, enlèvent la perruque, ont un jean sous la jupe et vont faire la fête la nuit à Tel Aviv. Alors, ma première question, comment faites-vous pour acquérir la confiance de ces sortants et pour les rencontrer ? Je voudrais une toute petite précision dès le début. La personne dont vous avez parlé, qui se change la nuit, ne fait pas partie de ce qu'on appelle les sortants vers la question. C'est une autre catégorie tout à fait particulière que je ne fais qu'évoquer dans ce livre et que j'espère vraiment pouvoir développer par la suite, qui est celle, et je vais utiliser le nom qu'eux-mêmes utilisent pour se désigner, des maranes. C'est-à-dire ceux qui, justement, ne sortent pas et mènent une double vie, et qui ne sortent pas pour des raisons évidentes, c'est que souvent ils sont mariés, ils sont plus âgés que les sortants, ils sont mariés, ils ont des enfants, et que s'ils sortaient, ils perdraient tout, leurs enfants, leur famille, leur travail, et donc c'est quasiment, ils sont dans une espèce de, disons, de cul-de-sac, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils vivent cette double vie. Alors que les sortants ne vivent pas une double vie, ils font un choix et ils l'assument et ils sortent du milieu. C'est la première chose. Alors pour arriver à ces sortants vers la question, ça a été justement le début de mon enquête, alors que j'avais commencé ce travail pour parler de ceux qui quittaient le monde orthodoxe et non pas ultra-orthodoxe. Ceux-là, j'avais aucun mal à les rencontrer. D'abord parce que souvent ils vivent entre eux, il suffit d'en connaître un pour en connaître 25. Mais quand j'ai voulu ensuite travailler sur les ultra-orthodoxes, là, c'était beaucoup plus compliqué. Quand un ultra-orthodoxe est sorti et comme un laïc, vous le repérez pas. Donc il m'a fallu passer par cette association, qui est donc une ONG qui s'occupe de les resocialiser. Et je suis arrivée à cette association et j'ai commencé à leur demander, à leur expliquer que je voulais écrire un livre là-dessus. Et puis ils m'ont proposé quelque chose de formidable, qui était de suivre le cours pour les bénévoles, et de m'associer et de m'immerger dans ce milieu associatif, ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi pendant 3 mois un cours de formation des bénévoles. Et vous êtes vous-même devenue une bénévole. Et je suis devenue bénévole, et centre. depuis 3 ans, je suis bénévole à Hillel, et donc je remplis tous les rôles que Hillel remplit vis-à-vis des sortants. D'accord. Vous racontez que ces personnes, quand elles appellent le foyer, se trouvent dans une grande situation de détresse sociale, économique, psychologique. Vous parlez de cas de suicide qui ont défrayé la chronique en Israël. Pourquoi, comment arrive-t-on à des situations aussi extrêmes? Et est-ce que vous pouvez quantifier ce problème, ce phénomène? Alors les quelques chiffres que l'on a pour l'instant étaient des chiffres pour il y a 2 ans, qui étaient à peu près 1300 personnes qui sortent chaque année. Et sur ces 1300 personnes, toujours il y a 2 ans, mais les chiffres ont explosé, il y en avait à peu près 250 par an qui arrivaient à Hillel. Maintenant, les chiffres ont dû doubler déjà. Donc c'est un phénomène relativement
restreint par rapport à ce que représente la population ultra-orthodoxe, puisqu'ils ont aujourd'hui dépassé le million. Et est-ce que le phénomène de ce qu'on appelle les sortants augmente aussi Il augmente aussi. Il augmente aussi du fait même de l'augmentation de la population et aussi de l'immense révolution qui est le déclencheur principal, qui est la révolution technologique, Internet et les smartphones. Et ça, les rabbins essaient par tous les moyens d'interdire. Il y a des manifestations monstres contre Internet. Ils ont mis en place des moyens pour qu'il y ait des fournisseurs d'accès cachers. Des filtres. Des filtres. Et pour les smartphones, il y a des téléphones cachers. Les smartphones sont interdits, évidemment. Le téléphone cacher, on ne peut pas en recevoir de SMS, il n'y a pas d'appareil photo, on a une liste de numéros interdits, dont celui de Hillel d'ailleurs. Voilà, donc en dépit de toute cette lutte intense des rabbins, ils n'y arrivent pas. Et le nombre d'ultra-orthodoxes que j'ai pu rencontrer qui avaient un téléphone cacher dans la poche gauche et un smartphone dans la poche droite, ils sont nombreux. Et quand ils n'arrivent absolument pas à avoir Internet chez eux, alors ils peuplent les cybercafés de la ville. Et on voit dans votre livre que c'est grâce à Internet qu'ils vont pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont fait la démarche de sortir et peut-être qu'ils vont se rapprocher d'Hillel, etc. Oui. Alors, grâce à Internet, parce que Hillel, par exemple, a un site Internet tout à fait ouvert, qui donne tous les numéros d'accès, qui donne tous les renseignements possibles, mais aussi grâce à Internet, il découvre le monde moderne. Voilà. Et il y a une autre chose très importante, il me semble, dans tous ces parcours de sortants, c'est le rôle de l'armée. On a l'impression que c'est ça qui va leur permettre quand même de sauter le pas. C'est ce que l'on pense, oui. C'est ce qui se dit beaucoup, et c'est vrai en très grande partie. Alors, il y a maintenant des bataillons ultra-orthodoxes dans l'armée. Il y a ce qui s'appelle le Nahal Haredi. Mais ceux qui vont au Nahal Haredi, jusqu'à ce jour en tout cas, sont vraiment les marginaux. C'est ceux, au fond, que les familles acceptent de laisser sortir et trouvent qu'il vaut mieux qu'ils aillent à l'armée que de traîner dans les rues et de former ces populations que l'on appelle les shababnikim, c'est des laissés, c'est laissés pour compte qui sortent de la yeshiva et qui traînent dans les rues et qui deviennent des délinquants. Ceux-là peuvent aller à l'armée, mais c'est extrêmement mal vu. Il y a eu des cas dernièrement où l'armée a d'ailleurs autorisé les ultra-orthodoxes du Nahal Haredi à se changer dès qu'ils sortent de la base pour ne pas arriver en uniforme dans leur milieu, parce que souvent ils ont reçu des pierres. Donc ça continue à être très mal vu. L'autre volet, je pense, de votre question, c'est le fait qu'en effet, si quelqu'un sort de ce milieu ultra-orthodoxe et va à l'armée, c'est une bonne manière de commencer une intégration dans la société. C'est une très bonne manière. Vous nous parlez du milieu ultra-orthodoxe, et dans le livre, il y a quand même un tiers de l'ouvrage qui est consacré au milieu des sionistes religieux. Qu'en est-il, en quoi le processus de sortie est différent? Alors d'abord, les sionistes religieux, c'est ceux que j'ai appelés les orthodoxes lambda, c'est-à-dire qu'ils sont orthodoxes mais pas ultra-orthodoxes, et il y a aussi beaucoup de sortants, sans doute plus d'ailleurs que de l'ultra-orthodoxie, et les sorties qui ont l'air tout à fait d'un processus parallèle sont en fait complètement différentes, parce qu'un sioniste religieux qui sort connaît tout de la vie moderne. C'est quelqu'un qui est habillé comme les laïcs, qui a fait son baccalauréat, qui a fait l'armée, souvent dans des unités d'élite, qui a fait des études supérieures, qui a un travail, et donc qui connaît absolument tous les codes de la société civile. Donc les passages peuvent être au début quelquefois un tout petit peu douloureux, parce que bien sûr une famille orthodoxe qui voit son fils quitter la religion, quelquefois peut ne pas être ravie de la chose, mais souvent il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de rupture brutale comme il y a dans l'ultra-orthodoxie. Ils vont très vite beaucoup
mieux se retrouver et s'intégrer. Et eux facilement. s'intègrent parfaitement, et quelquefois ça leur donne même un plus, cette éducation religieuse qu'ils ont eue, parce qu'il ne faut pas oublier les valeurs très positives que peut amener l'éducation religieuse. Mais je pense que peut-être le problème le plus aigu dans le manque d'adaptation possible de cette population s'ils désirent rentrer dans la société moderne, c'est le manque d'éducation générale. Oui, on voit que certains ne parlent que yiddish, ne lisent pas les lettres latines. Oui, ça c'est beaucoup. Parler yiddish, c'est surtout ceux qui sortent des milieux chassidiques. Ne pas lire les lettres latines, c'est beaucoup. Mais surtout, ne pas avoir le bac. Et donc n'avoir fait aucune matière profane. Et ça, ce n'est pas seulement les ultra-orthodoxes qui sont coupables de ça. C'est le gouvernement israélien, ce sont les autorités israéliennes qui continuent à financer des organismes éducatifs dans lesquels il n'y a aucune matière profane. Ce livre permet aussi un petit peu de connaître mieux ce monde ultra-orthodoxe qui a un véritable maquis où il y a des entremêlements de groupes, de sous-groupes entre les Lituaniens, les Satmars, les Lubavitch, les sionistes religieux, les antisionistes. Vous utilisez le terme secte. Ça fait un peu peur. Pourquoi ce terme? Parce que certains sont de véritables sectes, à mon avis. Et certains groupes, surtout des groupes chassidiques, sont des sectes. Ils ont des comportements sectaires. Ils ont exactement, si vous lisez un ouvrage sur les Amish ou sur d'autres populations ou sur de véritables sectes, vous verrez que beaucoup des éléments qui les font fonctionner sont des éléments que vous retrouvez strictement de la même manière dans une secte où l'on n'a pas le droit de poser des questions, où l'on n'a pas le droit de sortir du milieu, où chaque manquement à la règle vous met dans une position et où vous risquez même, vous risquez peut-être pas votre vie, mais vous risquez de tout perdre. De tout perdre. Alors, dans ce livre, comme je le disais, il y a beaucoup d'histoires étonnantes, poignantes, déchirantes, certaines redonnent espoir. De toutes les histoires que vous racontez, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué, que vous pourriez nous raconter? Évidemment, les problèmes de suicide nous ont, enfin je dis nous, parce que là j'associe évidemment toute l'association Hillel, toute l'équipe, nous marque énormément. Pour cette association, ce sont de grands échecs. Mais il y a aussi des réussites extraordinaires. Chaque année, Hillel distribue plus de 150 bourses d'études. Et quand on voit ces jeunes qui étudient, ça va de médecine en passant par droit, en passant par le Technion, enfin par toutes les universités les plus prestigieuses du pays, toutes les carrières du pays, quand on voit d'où sont sortis ces jeunes, quel désert ils ont traversé au moment de leur sortie, et qu'ils sont maintenant avocats, médecins, ingénieurs, qu'ils ont retrouvé une vie normale, qu'ils ont fondé une famille et où ils ont l'impression d'avoir le droit de choisir, évidemment, c'est magnifique. Voilà, donc et parmi les cas, en effet, qui m'ont le plus impressionné, ce sont ceux qui sont sortis des groupes les plus sectaires et les plus comme des groupes comme Toldot Aaron, Toldot Avraham Yitzhak ou Nature Karta, et que l'on voit ces jeunes qui arrivent à retrouver une vie moderne, normale, et à se construire, et un travail, oui, etc. Et à vivre heureux, et souvent d'ailleurs à revenir. Il y a pas mal de cas de sortants qui reviennent ensuite pour aider leurs camarades, et un vient de fonder une association extraordinaire et où il a un nombre hebdomadaire de demandes d'aide qui est tel que l'on voit à quel point ce phénomène explose. Merci Florence Eman. Les déserteurs de Dieu, ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto, vient de paraître chez Grasset.